Quatre ans déjà que le Covid-19 a touché pratiquement tous les pays du monde. Aucun n'a été épargné. Déclaré en RDC depuis 2020, on a l'impression qu'actuellement les virus circulent de moins en moins. Le nombre de cas rapportés par semaine se compte désormais sur le bout de doigt. Il y a aussi comme un relâchement dans les efforts de lutte, notamment dans la sensibilisation. Et cette situation soulève de nombreuses questions. Par exemple, celle de savoir où en est-on avec l'épidémie. Cette question sera justement débattue au cours de cet entretien. Restez avec nous pour la suite. Même s'il est moins intense, le Covid-19 circule encore en RDC. Selon le bulletin quotidien du secrétariat technique de la riposte, le nombre de cas est en baisse. Un tableau qui a poussé les autorités sanitaires à lever les mesures de restriction mises en place pour réduire la circulation du virus. Mais cela ne voudrait dire que la maladie est finie. Une courbe descendante qui se justifie par les différentes campagnes de sensibilisation ainsi que la vaccination. Pour pérenniser les acquis et prévenir une autre vague, les autorités ainsi que les acteurs concernés dans cette riposte insistent sur l'importance de la vaccination. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays. Et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. En RDC, précisément dans la capitale, les vaccinodromes sont toujours actifs pour recevoir les volontaires. Avant, j'ai hésité. J'ai été conseillé par un ami médecin qui m'a demandé de prendre le vaccin parce que jusque-là, on n'est pas encore à l'abri de cette maladie. C'est pourquoi j'ai pris une décision courageuse de venir me faire vacciner. Je suis venue me faire vacciner contre la Covid-19. Avant, j'avais peur. J'avais peur de se faire vacciner. Mais quand j'avais vu mon papa s'est fait vacciner, et j'étais motivée et je me suis décidée de venir se faire vacciner. Toutes les gens de ma génération, je vous conseille de venir se faire vacciner. Donc c'est bien pour la santé. Cette prise de conscience de la population permettra au pays d'atteindre une bonne couverture vaccinale. Pour rappel, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a au mois de septembre dernier supprimé le test Covid à l'entrée comme au sortir de la RDC pour toutes les personnes entièrement vaccinées. Je reçois sur ce plateau le professeur Steve Aouka, incident manager au secrétariat technique de la riposte ici en République démocratique du Congo. Il est également chef de département de virologie à l'Institut national de recherche biomédicale. Bienvenue, professeur. Merci. C'est pas la première fois que vous puissiez venir sur le plateau de Check-up. Je dirais même qu'on a l'habitude de se déplacer pour venir vers vous suite à vos multiples occupations. Ça nous fait plaisir de vous recevoir encore une fois pour parler des épidémies en RDC. On ne parlera pas seulement du Covid-19, mais on parlera également d'autres épidémies qui circulent encore ou qui refont surface dans notre pays. Mais j'aimerais quand même commencer par le Covid-19. Nous venons de diffuser une vidéo qui montre comment la population ou certaines personnes continuent encore à se faire vacciner volontairement, pendant que certaines personnes pensent que la maladie est presque finie, qu'il n'est même plus important de se faire vacciner. Quel est votre point de vue lorsque vous voyez cette volonté, lorsque vous voyez ces gens aller encore se faire vacciner aujourd'hui? Bonjour Patricia et encore merci de me recevoir dans vos beaux bâtiments ici et merci surtout pour vos efforts de continuer à sensibiliser non seulement le monde médical mais aussi la population. Alors, j'ai vu les reportages, c'est très bien, c'est encouragé. C'est vrai que comparé à la situation qu'il y a une année, qu'il y a 2 ans, 2020-2021, où
la Covid avait pratiquement anéanti toute la terre entière, avait bloqué tous les mouvements des personnes, comparé à cette période-là où la Covid avait amené plusieurs de nos compatriotes à l'hôpital, maintenant la situation est plus ou moins calme. Mais, 2 fois mais, la maladie n'est pas encore finie. Les virus continuent à circuler. Et c'est pour cela que ces personnes que nous avons vues ensemble font bien de se faire vacciner et de se protéger, de protéger les autres. Professeur, vous le dites calmement, que le virus circule encore, mais la situation est différente qu'il y a quelques mois, je dirais. Quelle est la situation actuelle en République démocratique du Congo? Alors, avant de donner la situation actuelle, il est important de comprendre la place de la vaccination dans le contrôle de cette pandémie. Cette action s'est située à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était la vaccination avec pour objectif de baisser le nombre de cas sévères, le nombre de décès. Et ça, nous sommes parvenus, que ce soit ici en RDC ou dans d'autres pays, la pression au niveau des hôpitaux, le nombre de décès a diminué. L'autre objectif, c'était de faire reprendre la vie sociale et économique. Vous avez vu, nous avons progressivement limité, puis pratiquement réduit toutes les contraintes que nous avons mises en place avant. Ce qui fait que la vie reprend, ce qui donne l'impression que les choses sont à la normale. Mais le troisième objectif était de stopper la transmission du virus, ce qu'on n'a pas encore pu. Ce qui nous m'amène à répondre à votre question, parce que la Covid a plusieurs pièges. Ce n'est pas tout le monde qui a la Covid qui a des symptômes. Et nous, ici, notre surveillance se concentre par rapport aux personnes qui ont des symptômes. Et par rapport à ça, nous avons de moins en moins de cas, ce qui fait qu'actuellement, nous avons moins de 10 personnes qui sont infectées par jour. Vous vous souviendrez, il y avait des moments où nous étions entre 200 ou même on a même pu atteindre 400 à 500 par jour. Donc, la situation est favorable parce que nous avons progressivement suivi les mesures. Nous nous sommes fait vacciner. Actuellement, nous avons près de 5 millions. Ce n'est pas encore beaucoup comparé à notre population, mais c'est déjà un grand avantage. Et c'est comme ça qu'on continue à encourager les compatriotes à se faire vacciner. Mais professeur, vous avez répondu à cette question avec plusieurs points à la fois. Je vais essayer de revenir sur le nombre de cas rapportés. Selon le bulletin journalier que nous, les journalistes, nous recevons encore du secrétariat technique de la riposte, il y a effectivement des moins en moins. Il n'y a pas beaucoup de cas qui sont rapportés. Il y a même des jours où il y a 0 cas. Je dirais depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de cas qui sont rapportés, mais nous remarquons quand même un relâchement, professeur, au niveau de la sensibilisation. Vous le disiez tout à l'heure que les mesures ont été levées, mais même dans la communauté, les gens ne se préoccupent plus à se laver les mains lorsqu'ils arrivent quelque part. Lorsque vous arrivez dans les supermarchés, on ne vous contraint plus à avoir un masque. Donc, comme vous disiez, professeur, j'ai envie même de saluer cela, que la vie a repris son cours normal. On n'a plus rien à craindre. On doit vraiment vivre normalement comme s'il n'y avait rien. On sent un peu un paradoxe à ce niveau-là. Vous dites que tout va bien, la vie a repris son cours normal, que la maladie circule encore. Qu'est-ce qu'on doit retenir, professeur? Non, ici, notre objectif, c'est de pouvoir limiter la propagation du virus pour atteindre et perturber la vie, non seulement la santé de la population, mais aussi la vie communautaire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'éliminer totalement. D'où cette prudence que nous devons observer, parce que nous avons affaire à un virus, et les virus, en l'occurrence la Covid, ou mieux le SARS-CoV-2, qui est le virus qui cause la Covid, a une particularité, c'est qu'elle mute. Et les mutations peuvent nous amener d'autres formes, surtout lorsque la population n'est pas immunisée. Par exemple, nous avons au début de l'épidémie une souche qui avait commencé. Ensuite, nous avons ce qu'on a appelé le Delta. Et puis, nous avons eu l'Omicron. Et à chaque fois, nous avions un type de clinique
un type de transmission qui faisait en sorte que la maladie soit beaucoup plus grave ou moins grave, se propage plus ou moins. Donc la vigilance doit demeurer. C'est comme ça, nous disons, nous avons fait beaucoup d'efforts, l'étape critique est passée, mais la maladie demeure et les risques, c'est qu'elle revienne avec beaucoup plus de force, est toujours là. Nous avons, par exemple, actuellement, en hémisphère nord, certains pays commencent un tout petit peu à remonter. Il y a l'hiver qui arrive et nous savons que nos vagues à nous, c'est entre les mai, juin, juillet et novembre, décembre, janvier, parce que ça correspond aux vacances entre les deux hémisphères. Donc je pense que le message est très clair et ça se résume en très peu de mots. On a beaucoup évolué et d'où on doit maintenir les mesures. Et la principale mesure qui nous concerne ici, c'est la vaccination. Professeur Steve Aouka, avant que je ne puisse parler justement de cette vaccination, j'ai envie de vous poser une question au Lingala, professeur. Bakino Balobaka, Toyoka Soki na poto eningani, awape na Kinshasa balandi. Professeur Aouka, vous dites que l'hiver approche. Est-ce que vous n'allez pas encore avoir ce scepticisme de la population si, dans les prochains mois, vous dites que les cas commencent à refaire surface? Est-ce qu'il y a déjà une stratégie de communication qui va accompagner ou qui est préparée justement pour ce genre de situation? Effectivement, nous avons des stratégies et c'est comme ça que, suite à ce que nous avons observé les 2 dernières années, nous savons que nos vagues arrivent au milieu de l'année et à la fin de l'année. Et c'est ça notre rôle d'informer la population. Deuxièmement, la maladie, c'est une maladie, c'est une pandémie. Elle vient par rapport au déplacement des populations. Et s'il continue à y avoir des cas dans d'autres pays et que nous n'avons pas fermé les frontières pour des raisons évidentes d'économie et sociale, il est important que nous renforcions, ce que nous sommes en train de faire, le contrôle au niveau des portes d'entrée. Donc, il n'y a pas à craindre, si la population est vaccinée, quelle que soit l'ampleur de la vague, avec les mesures qu'on mettra en place, nous allons contrôler sans problème. La population doit se faire vacciner. C'est aussi un de vos messages prioritaires, que la population puisse continuer à se faire vacciner. Professeur, vous disiez tout à l'heure les chiffres. 5 millions de la population seulement s'est déjà fait vacciner en République démocratique du Congo. Est-ce que vous continuez encore à marteler sur cette sensibilisation ou bien vous avez baissé les bras parce qu'on dirait que ça n'a pas vraiment changé quelque chose, ça n'a pas apporté des bons statistiques? Non, je pense que vous avez contribué à ce que les statistiques montent. Votre émission Check-up, avec les différentes campagnes, a fait que nous sommes passés de moins de 1%. Et maintenant, on est autour entre 2 ou 3, ce qui est une bonne chose. Mais comprenez que les RDC, c'est un continent. 5 millions, c'est la population de plusieurs pays africains. Ça veut dire que nous avançons, mais nous avançons à notre rythme. Mais ce qui est important, c'est que la population comprend de plus en plus l'importance de la vaccination et adhère. Le reste, ça sera quelque chose de normal qui va suivre dans le cours de l'épidémie. Parce que chaque mesure n'est efficace que si la population comprend. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de nos équipes de vaccination, nous arrivons maintenant à vacciner plus de gens. Est-ce que le secrétariat technique de la riposte ou encore la cellule de communication de la riposte travaille en synergie avec d'autres ONG, d'autres structures qui font la sensibilisation? Je citerai ici par exemple le CSD qui a mené pendant plusieurs mois de campagnes de sensibilisation dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous travaillez justement en synergie avec d'autres structures au niveau national, d'autres ONG internationales qui sont représentées ici en RDC pour justement booster cette vaccination qui continue encore? La riposte capitalise toute énergie, que ce soit nationale, internationale, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Je dis bien toute énergie qui nous aide à mieux améliorer cette couverture vaccinale. Effectivement, nous travaillons avec plusieurs ONG. Je ne sais pas vous donner le nom parce que pour ne pas en manquer certains, mais c'est clair que nous travaillons et nous appelons d'autres structures qui ont un impact sur la société, qui peuvent aider à communiquer, à entrer en contact avec nos équipes qui sont l'équipe de la vaccination
ou notre cellule de communication de la riposte. Puisque la vaccination doit continuer, professeur Steve Aouka, jusque quand on va continuer à se faire vacciner? Est-ce que y aura-t-il une période où on va se dire que la campagne de vaccination contre le Covid-19 est terminée, ou bien ça va rester un peu comme on a les campagnes des routines pour nos enfants? Alors, en 2 ans de riposte, parce qu'on ne doit pas oublier que ça fait seulement 2 ans que nous connaissons, ou un peu bientôt peut-être la 3e année que nous luttons contre cette maladie, nous connaissons beaucoup de choses. Malheureusement, nous ne connaissons pas tout. Ce qu'on sait actuellement, c'est que l'immunité que confère la vaccination est maximale dans les 6 premiers mois. Après, on commence à noter une petite baisse, particulièrement chez les personnes âgées. D'où la recommandation des rappels. Évidemment, ça ne sera pas la première maladie pour laquelle on va demander un rappel. Nous amenons les enfants pour les rappels de la rougeole, il y a la polio. C'est un phénomène scientifiquement explicable. Donc, pour pouvoir maintenir une immunité collective assez longue, on doit étudier tous ces paramètres. Nous avons l'avantage ici en Afrique, lorsque nous faisons des études de séroprévalence, c'est-à-dire lorsqu'on recherche dans la communauté des gens qui ont eu des anticorps contre les virus, nous trouvons que beaucoup de nos gens ont ça. On a même dans certaines études, on a trouvé autour entre 80 à 90%. Ce qui est aussi notre immunité contre la maladie. Mais on ne sait pas si ça traîne pendant combien de temps. Mais ce dont on est sûr, c'est que si on prolonge la vaccination, surtout pour les groupes spécifiques, nous pouvons limiter la propagation à grande échelle de la maladie. Mais dites-nous un peu, professeur Steve Aouka, pour une personne qui s'est fait vacciner lors de la première campagne, je dirais en juillet 2021, on est aujourd'hui en octobre 2022, professeur, doit-il se faire encore vacciner? Est-ce que le vaccin qu'il a reçu continue encore à agir, si j'ai de dire en des termes simples? C'est ce que j'ai dit, au-delà des 6 mois, on commence à constater une certaine baisse. Mais nous n'avons pas encore toutes les données. Mais il y a des recommandations qui proposent de rappeler. Je répète, surtout pour des personnes qui sont à risque. Les seniors, les personnes avec comorbidité, les personnes de santé et toute autre situation qui peut faire en sorte qu'on peut chercher à avoir une immunité assez élevée. Ça reste des situations au cas par cas. Donc à ces personnes-là, vous leur demandez d'aller prendre des doses de rappel? Voilà, il n'y a pas encore de recommandations strictes, mais ce que nous, avec le niveau actuel de nos connaissances, nous proposons. En Europe, je crois que c'est déjà un peu plus vulgarisé, mais ici, on a d'abord à augmenter notre propre couverture globale. On est à 5 millions. On veut d'abord que les premières et deuxièmes doses soient prises par la majorité des gens, avant d'entrer dans des cas spécifiques, 3e, 4e rappel. Donc, on doit mieux comprendre notre contexte à nous avant de parler de cas spécifiques. Je crois que la tâche est encore très difficile, que ce soit pour vous du secrétariat technique, que ce soit pour nous qui sensibilisons aussi la population à travers nos émissions, parce que lors d'une émission, vous aviez rappelé à la population, même je dirais demandé à la population de bien respecter le calendrier vaccinal, professeur. Mais il y a des gens, ils ont pris la première dose en 2020 et ils attendent la deuxième dose en 2022. Est-ce que c'est toujours efficace ou bien ils doivent carrément reprendre à zéro? Vous savez, lorsqu'on gère une pandémie, il y a toujours des problèmes supplémentaires auxquels on n'avait pas pensé avant, mais pour lesquels on doit trouver des solutions. Ça fait partie, comme j'ai dit, des pistes de recherche. Nous avons l'avantage à l'INRB d'avoir aussi une expertise dans la recherche. Et la recherche nous permet de répondre à des questions non encore résolues pour des problèmes qu'on a de santé publique. Et une de nos pistes, c'est effectivement de savoir quelle est la longueur, la durée, la persistance des anticorps dans les sangs des personnes vaccinées. C'est en piste et je pense que les données nous aideront à pouvoir mieux adresser ces questions.
Aujourd'hui, dites-nous un peu, Monsieur Aouka, vous qui êtes incident manager, vous suivez la riposte de très très près depuis que l'épidémie a été déclarée en RDC jusqu'aujourd'hui. Vous continuez encore à travailler au sein du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19. Est-ce que c'est toujours une priorité de santé publique? Est-ce que le virus circule encore? Doit-on continuer à parler du Covid-19 en RDC? Alors, la Covid est définie comme une pandémie. Ça veut dire une maladie qui frappe les 5 continents. Aussi longtemps qu'il va demeurer des cas à un niveau de la Terre et que aussi longtemps qu'il y a les contacts entre les communautés, les risques de cette maladie va demeurer. Maintenant, face à ces risques, il y a nos mesures. Si nous arrivons à avoir des mesures pour l'éradiquer, l'éliminer, oui, mais à ce niveau, on ne l'a pas encore. Donc les risques demeurent. Parce qu'il y a des cas, il y a des pays qui sont encore en train de notifier dans les centaines de milliers de cas par jour, là où ils ont un grand mécanisme de dépistage. Donc on ne peut pas minimiser. Effectivement, à ce jour, la Covid reste une priorité sanitaire. Une priorité sanitaire, est-ce qu'on doit dire qu'on va vivre avec le Covid-19 comme on vit avec le paludisme, comme on vit avec la grippe, comme on vit avec d'autres virus qui circulent dans nos milieux? Je ne sais pas vous dire avec précision, mais ma réponse va tourner autour de ce qui sont devenus les autres pandémies. La plus célèbre, c'est la pandémie de 1918-1920, de la grippe, qui est revenue plusieurs fois, qui aujourd'hui est devenu endémique, saisonnier, et auquel nous faisons face. Donc, c'est une piste aussi qui peut arriver pour la Covid, d'autant plus qu'ils partagent le même mode de transmission. Mais je ne sais pas vous dire exactement ce qu'il adviendra. Puisque vous parlez des autres maladies, vous parlez des autres épidémies qui refont surface, on dit que la RDC, je dirais bien entre guillemets, professeur, la RDC est un réservoir des épidémies. Il y a des maladies qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. On peut dire dans une province que c'est terminé et ça réapparaît dans une autre province. On a parlé de Ebola, on a parlé du choléra. Il y a des épidémies comme ça qui partent et qui reviennent. Est-ce que la population doit demeurer en alerte, doit rester vigilant face à toutes ces maladies, toutes ces épidémies qui refont surface? La première condition pour développer un pays, c'est avoir une population saine et en bonne santé. Et de ce point de vue, la priorité, c'est de veiller à ce qu'aucune maladie infectieuse, aucun virus, aucun pathogène ne vienne perturber cette santé-là. Et tout parce que la maladie impacte sur l'économie et sur le développement. Le développement même. Donc toutes ces maladies, et je pense que c'est la vision de nos autorités, que ce soit politique ou sanitaire, c'est de pouvoir contrôler toutes ces épidémies. Heureusement qu'en RDC, à force d'avoir ces épidémies, nous avons développé une très très forte expertise qui nous permet quand même, malgré nos difficultés liées au pays, qui nous permet de contrôler ces épidémies dans notre pays. Le cas échéant, c'est avec Ebola. On peut parler également de la variole du singe qui a fait l'actualité il y a quelques semaines, précisément, je dirais, à l'étranger. On a plus parlé de ce problème, mais ce problème existe toujours dans certains coins de la République démocratique du Congo. Professeur, est-ce que c'était la même épidémie ou c'était différent de ce qu'on a vécu ailleurs? Alors, ça c'est encore, malheureusement ou heureusement, c'est encore chez nous ici, en RDC, où on a retrouvé les premiers cas de cette maladie, qu'on appelle le monkeypox, ou la variole de singe, depuis 1970. C'est une maladie qui est assez vieille, qui sévit dans certains milieux endémiques, chez nous au Congo, les centres, essentiellement le Sankuru. Il y a l'ouest, la Tchouapa, mais on a quelques foyers, quelques cas à travers le pays. Mais c'est une maladie que nous surveillons de manière routinière, quelques épidémies, mais que nous
nous contrôlons plus ou moins. Mais seulement au mois de mai, cette année, nous avons eu plusieurs cas dans des zones non endémiques, essentiellement en Europe. Et c'est ça qui a amené en Europe et aux États-Unis. Très bizarrement, cette maladie était très effective chez les personnes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et étant donné la transmission qui avait été observée, l'OMS avait déclaré l'urgence pour cette maladie. Mais actuellement, il y a une certaine accalmie parce que la réaction internationale a été assez vive. Il y a eu des cas de traitement, des vaccinations, une bonne coordination. Et au moment où je vous parle, on assiste à une régression de cette maladie. Une régression de cette maladie, professeur, j'ai envie de savoir pour le cas de la RDC, est-ce qu'il y a-t-il une surveillance épidémiologique permanente par rapport à toutes ces maladies, notamment la variole du singe? Effectivement, le monkeypox ou la variole du singe fait partie des maladies qui sont sous surveillance dans notre pays. Effectivement, avec cette alerte, cette urgence, maintenant, il y a le programme qui fait maintenant un travail extraordinaire avec l'INRB pour essayer d'investiguer la plupart des zones qui n'étaient pas investiguées. Et nous trouvons maintenant des cas dans des zones encore non connues comme endémiques. Mais ça, c'est lorsqu'on augmente la vigilance. Et laquelle vigilance nous recommandons, même pour la Covid, même lorsque les cas sont très moindres, mais que lorsque les virus continuent, il faut toujours demeurer parce qu'à tout moment, et lorsque les conditions changent, que ce soit en termes d'immunité individuelle ou collective, que ce soit en termes de contexte socio-économique ou d'environnement, disons, en termes de surpopulation ou en termes de déplacement de population, ça peut faire en sorte que les virus puissent émerger et être malheureusement à la base de d'autres flambées. Professeur Steve Aouka, nous sommes en République démocratique du Congo. Je dirais, en RDC, c'est le pays où le système de santé est bien décentralisé parce qu'on a plusieurs zones de santé pratiquement dans tous les coins de la République. Mais est-ce que ces zones de santé-là fonctionnent correctement? Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour faire des alertes? Et je sais que pour les échantillons, il faut toujours ramener à l'INRB pour qu'on puisse faire des tests et savoir ce que c'est exactement. Mais est-ce que vous pensez que les zones de santé fonctionnent correctement? Parce que je veux vous rafraîchir peut-être la mémoire. Il y a quelques mois, une école de la capitale où il y a eu des enfants qui ont fait des malaises et il y a même parmi eux des enfants qui sont décédés. Et on se demandait encore c'était quelle épidémie, pourquoi ces enfants sont-ils décédés? Mais après, il n'y a pas eu beaucoup de suite pour communiquer officiellement ce qui s'était passé dans cette école-là. Voilà pourquoi je pose la question pour savoir est-ce que les zones de santé dans notre pays fonctionnent correctement? Sont-ils suffisamment équipés pour faire face à certains cas qui arrivent dans leur milieu? Effectivement, nous avons beaucoup de défis, mais ce que je peux confirmer, c'est que avec les moyens qui nous sont donnés, les zones de santé, les DPS et aussi l'INRB font font un travail assez remarquable parce que nous arrivons, malgré ces défis, à détecter à temps les épidémies, la fièvre jaune, les cas d'Ebola. En l'occurrence, vous parlez des cas de paralysie que nous avons eus dans la ville. Peut-être que les autorités n'ont pas eu à bien communiquer parce que c'est l'autorité qui doit communiquer. Mais la DPS de Kinshasa ainsi que la zone de santé de Matete, mais aussi la direction de surveillance et bien sûr l'INRB, nous avons travaillé sur ce dossier. Les prélèvements ont été réalisés. Les analyses sont en cours parce que nous sommes en train effectivement de rechercher l'agent causal. Nous avons déjà quelques pistes, mais nous ne pourrons communiquer que lorsque nous allons avoir la confirmation. Mais l'autorité est informée et c'est l'autorité qui doit communiquer en temps réel. Mais je dois rassurer, c'est que ces enfants, la majorité a repris la forme et l'école a même été déjà ouverte.
Ok. Professeur, on va bientôt finir cet entretien, mais j'aimerais quand même vous poser une question par rapport à votre travail au quotidien. Je vous présente en tant qu'incident manager au sein du secrétariat technique de la Riposte. Vous travaillez dans la recherche également, mais vous travaillez en collaboration avec les systèmes sanitaires de la RDC, c'est-à-dire les hôpitaux, toutes les structures médicales. Mais il y a un problème, c'est que les médecins partent en grève, ils reprennent, ils sont en grève, les équipes sont en grève. Comment vous arrivez à fonctionner pour atteindre vos objectifs? On parle tout à l'heure du bulletin quotidien que nous recevons. Comment vous arrivez encore à avoir des chiffres à jour pendant que les médecins disent qu'ils sont en grève, les hôpitaux fonctionnent presque au ralenti? C'est vrai que c'est un vrai défi parce que la plupart des émergences arrivent effectivement dans ces conditions où il y a la grève des personnels de santé, où le niveau de surveillance baisse et où des phénomènes nouveaux peuvent intervenir évidemment dans cette période de confusion. Par exemple, l'épidémie de Beni en 2018 est effectivement survenue dans ces conditions de grève. Mais en même temps, nous avons l'obligation, moi-même je suis médecin, et je comprends effectivement les difficultés, mais c'est dans ces contextes que nous sommes appelés à trouver des solutions. Avec les moyens que nous avons, nous faisons un effort pour maintenir, parce que le désastre, s'il arrive, il affectera tout le monde. Il n'affectera pas que la RDC, aussi ses voisins, parce que vous savez que nous sommes très bien entourés. La République démocratique du Congo a au moins 9 voisins. Professeur Steve Aouka, on va finir cet entretien, mais j'aimerais qu'avant que nous puissions nous séparer, avant que nous puissions nous dire au revoir, est-ce que vous pourriez revenir sur la sensibilisation? Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population qui sont en train de nous suivre en ce moment? Est-ce que le Covid-19 est terminé? Covid et silité. Doit-on dire que la maladie va vers son terme ou pas, professeur Steve Aouka? Non, comme notre chef a dit, malade et silité. Nous avons fait beaucoup d'efforts grâce à la population, grâce à l'appui des autorités et aussi grâce à l'appui des communicateurs, des médias que vous êtes. Mais les virus continuent à circuler. Et de ce point de vue, les risques que la maladie revienne est toujours là. Et la méthode la moins coûteuse et la moins contraignante qui va nous empêcher de faire le confinement, de faire le couvre-feu, qui va nous empêcher de restreindre le mouvement des populations, c'est de pouvoir se faire vacciner. Et se faire vacciner, pour le moment, s'avère être notre stratégie principale que nous recommandons à tout le monde, particulièrement aux personnes à risque. Les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, les hypertendus, les diabétiques, les cardiaques, nous-mêmes, les personnes de santé, parce qu'on est en contact tout le temps, mais aussi toute personne qui pense qu'à cause de son travail, il peut être exposé. Les vaccins sont là et sont gratuits. Nous avons des équipes qui sont expérimentées et qui continuent à travailler malgré les conditions que vous avez évoquées tantôt. Et pour ça, et aussi, notre obligation en tant que pays sur la Terre, c'est de nous protéger, mais aussi de protéger les autres. Donc, je pense que je finirai par vous remercier. Chaque fois, vous arrivez à me tirer. À vous sortir de vos bureaux. Voilà, pour c'est cette importante activité parce qu'elle aussi fait partie de notre mandat, c'est de pouvoir mettre à jour notre population sur une maladie dont actuellement on a toutes les preuves qu'elle existe, mais aussi, plus important, qu'on a des outils de la combattre, la vaccination. J'aimerais vous soumettre à un exercice, professeur. Est-ce qu'en lingala, vous pourriez lancer un message à la population congolaise? Nanaza Monakin, donc, ce que tout à l'heure, en 2020-2021, couvre-feu, confinement à Gombe, Feti, Salamate,
sikoyo bamesure wana ekoi mpona to effort maladie ekiti parce que tolandi mibeko mais tozwi mpe mangwele mais virus oyo eza responsable ya oyo ezosala maladie eza nano eza awa mpona biso mwa moke mais na libanda mpe eza mwanano alors mpona yango tosala keba tozwa vaccin ezali ofele vaccin ekopesa yo ekoprotege yo contre baforme ya makasi surtout batata na bamama oyo mwa mbula epusani bato oyo baza na mwa maladie ya hypertension na ya sucre ya sukali bato oyo baza na mwa problème ya motema na bamutu nyonso oyo amoni biso moko baminganga na bahôpitaux et puis mutu nyonso amoni que mosala na ye eza kotinda aza na contact na bato nga naza barman chaque fois naza na contact nasalaka na boîte nakangaka suki nazwa mangwele wana ekoprotege na yo na bana na yo ekoprotege otoke na hôpital te mpona baforme grave yango nde tosala ke tozongisa vie sociale couvre-feu kei donc eza mpona malamu na biso moko mutu moko te atikala komona virus na miso mutu moko te mais mabe oyo bazosala mabe oyo virus ezosala nde tomonaka donc tomilengele tomibatela. Merci beaucoup, professeur Steve Awuka. Je voulais dire que la rumeur circule plus vite que les virus en République démocratique du Congo. Et parfois, les gens propagent toujours la mauvaise information en disant que le Covid-19 est terminé. Et certains l'attribuent même aux autorités. Merci encore d'être venus sur ce plateau pour sensibiliser la population sur les différentes épidémies qui sévissent en République démocratique du Congo. J'espère que vous aurez encore l'occasion de revenir souvent pour pouvoir en parler. Mesdames et messieurs, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.